Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste et historien Nicolas Bavrez. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Il y a ce livre, on va en parler, puisqu'on parlera de la visite d'Emmanuel Macron en Chine. Démocratie contre empire autoritaire aux éditions L'Observatoire. Mais d'abord, il faut qu'on parle de ce qui se passe en France avant de voyager un petit peu. La Première ministre qui multiplie les consultations. Cette semaine, on a un sentiment un peu dans le vent. Il y a eu cette réception intersyndicale aujourd'hui, ce matin, qui a duré 1 heure, tarif minimum, tarif syndical, 1 heure, et voilà, qui ne débouche sur rien. En même temps, on s'en doutait un peu que ça déboucherait sur rien. Oui, Elisabeth Borne s'est vue confier une double mission impossible. La première, c'est de relancer le dialogue social, ce qui est pour l'instant impossible. La seconde, c'est d'élargir la majorité. Et là aussi, on ne voit pas comment c'est possible. Tout est suspendu donc à la décision du Conseil constitutionnel. Voilà, le 14 avril, qui rendra donc sa décision. En fait, il va rendre 2 décisions. On oublie toujours, il va y avoir la décision sur la loi elle-même et la décision sur le référendum d'initiative partagée. Alors déjà sur les retraites, est-ce que le Conseil fera du droit ou de la politique ? Il fera vraiment du droit, que du droit ? Toutes les cours constitutionnelles font à la fois du droit et de la politique. Ce sont des juridictions qui sont des juridictions très particulières. Donc il y aura les deux. Il y a 2 angles possibles, bien identifiés. Ouais. Le problème de la procédure, oui, avec l'utilisation de cet article, qui est un article normalement budgétaire pour une loi sur les retraites, mais ce qui veut dire aussi que, comme c'est une loi budgétaire, c'est le deuxième angle, c'est qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle des cavaliers, c'est-à-dire des articles qui n'ont pas grand-chose avec la loi. Mais ce qui pose... Le CDI senior, par exemple. Oui, ou l'index senior. L'index senior, oui. Ce qui peut poser un gros problème, c'est-à-dire que finalement, la seule partie vraiment budgétaire, c'est le report de l'âge légal, ouais, et l'accélération oui, des dispositions Touraine. Donc c'est ce que cette loi a de plus impopulaire. Et c'est vrai que juridiquement, ce qu'il y a de plus fragile, ce sont les mesures d'accompagnement qui ont été progressivement mais ça n'arrangerait pas l'exécutif que cette partie-là soit censurée. Ce qui pose un problème exécutif, c'est de censurer le cœur, à savoir 64 ans et l'accélération de la réforme Touraine. Ça posera un gros problème politique, parce oui, qu'on aura une loi qui sera considérablement durcie ouais, par rapport à ce qui se passe dans le pays. Et puis, l'autre, ça serait très compliqué politiquement si, par ailleurs, le Conseil, dans le même temps, donnait son feu vert au référendum. Au référendum, parce que ça veut dire qu'on aurait donc, pendant 9 mois, je pense que sur ce thème-là, il est possible d'avoir les 10% du corps électoral. Donc 5 millions de signatures. Oui, un peu moins. Moins de 5 millions de signatures. Mais ça veut surtout... Qui s'exprimerait sur le fait qu'on reste sur 62 ans de oui, départ à la retraite. Alors, la question est, d'ailleurs, à mon avis, la question est assez maladroite d'un point de vue juridique, parce que, tel que c'est posé, normalement, c'est pas une question référendaire, c'est pas une loi. On ne peut pas interdire à la loi d'aller au-delà de 62 ans. Donc, il y a une question... Donc comment ça se solde, pardon, tout ça, Nicolas Bavrez ? C'est-à-dire que en fait, les différents scénarios, parce qu'il y a encore une fois sur le projet de loi, sur la loi telle qu'elle a été votée. S'il y a le référendum, ça veut dire que par ailleurs, pendant 9 mois, on ne va continuer à parler que des retraites. Donc quand on prend la conclusion globale de tout ça, ça veut dire que le président de la République est dans une impasse complète pour l'instant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tel qu'on est, on a une première ministre qui... ne peut pas remplir la mission qui lui a été donnée. On a une majorité qui ne peut pas être élargie. Et pour l'instant, on n'a pas de solution à cette crise des retraites, oui, mais ni avec les corps intermédiaires, ni avec les citoyens. Impasse totale, mais on débloque un peu la situation, on la complexifie encore plus le 14 avril. C'est ça mon sujet, c'est quels sont les différents scénarios possibles, encore une fois, sur la loi, sur le référendum, et quelle réponse peut apporter, quelle sortie par le haut ou impasse totale pour l'exécutif et le président ? Paradoxalement, je pense que ce qui débloque le plus, c'est la censure, totale de la loi. Vous y croyez ?
Je pense que c'est peu probable. Ouais, mais le paradoxe, c'est que ça dénoue vraiment la crise. Oui, donc une censure totale par le Conseil constitutionnel est le moins probable, mais c'est ce qui permettrait au président de sortir définitivement de ce bourbier. Alors en même temps, il sortira extrêmement affaibli de cette séquence si c'est ce scénario-là. Oui, c'est le moins probable. Ensuite, le plus probable, c'est une censure partielle. Et la censure partielle laissera subsister normalement le cœur de le plus dur, social et politique, c'est-à-dire sans les mesures d'accompagnement. Voilà, les 64 ans, sans les cavaliers. C'est vrai que par exemple, l'index senior et le CDI senior, on voit mal comment ils pourraient survivre à l'examen par le Conseil constitutionnel. Et puis, on a la question du référendum. Donc, ça donnerait raison, oublions le référendum, mais ça donnerait raison quelque part au président de la République, puisqu'il recevrait l'essentiel de son projet. Les mesures plus douces d'accompagnement sauteraient, donc quelque part, il est renforcé. En même temps, il a un problème politique, vu que sa loi est encore plus dure que celle qu'il a fait voter à l'Assemblée via le 49.3. On aura une solution, j'allais dire, on aura une solution juridique, parce qu'on aura une loi qui sera amputée, mais actée par le Conseil constitutionnel. On aura, si c'est ça, effectivement, on ne couvre pas la totalité du besoin de financement, mais surtout si on fait sauter un certain nombre de mesures d'accompagnement, on sera sans doute plus proche de l'équilibre en 2030. En revanche, le problème politique... il sera la bombe sociale est encore plus forte, parce que pour le coup, les oppositions seront encore plus vent debout en disant qu'ils n'ont même pas les mesures de compensation. Exactement, et donc, en tout cas, on ne voit pas aujourd'hui, pour la suite du quinquennat, comment on peut maintenir à la fois cette loi telle qu'elle existe, telle qu'elle a été votée, le gouvernement et l'absence de majorité. Donc il va falloir bouger d'une manière ou d'une autre. C'est pas tenable. Je rappelle quand même qu'on est donc dans une impasse complète, alors même que ce quinquennat n'a pas commencé depuis 1 an. Ouais. Juste pour clore sur cette histoire de Conseil constitutionnel, censure partielle et référendum, imaginons, autorisé. C'est à peu près le pire des scénarios pour le président de la République. Parce que ça veut dire que il y a 9 mois pour recueillir les signatures, et surtout derrière, si les 10% du corps électoral sont atteints, il y a un examen par l'Assemblée. Donc grosso modo, ça veut dire que s'il y a l'ouverture du référendum, l'affaire des retraites va finir par télescoper les Jeux Olympiques. Donc l'issue la plus probable, quelle est-elle, au vu de tout ce qu'on s'est dit là? Alors, l'issue juridique, c'est sans doute qu'il y aura une censure partielle. Et l'issue politique, c'est que je ne vois pas, une fois qu'il sera acté que Madame Borne, c'est pas du tout sa personne qui est en cause, elle est extrêmement courageuse, elle est intègre, mais je pense qu'elle est dans un contre-emploi complet. Une fois qu'il sera acté que Madame Borne ne peut ni faire redémarrer le dialogue avec les syndicats, ni élargir la majorité. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est quoi? C'est changer de Premier ministre? C'est carrément dissoudre l'Assemblée puisqu'il n'y a pas de majorité? La dissolution, si vous voulez, elle est très très peu probable parce que tous les sondages montrent que c'est une... Là, on a une majorité relative. Il n'y aura même plus de majorité relative. Ouais. S'il y a une dissolution, on a un progrès de la NUPES, mais on a surtout un progrès très fort du Rassemblement national, qui reviendra sans doute avec à peu près 150 députés, voire plus. Donc on aura simplement affaibli, fragmenté encore un peu plus cette espèce de troisième force qu'on a un peu comme dans la 4ème République et qui est entre les deux extrêmes. Et donc l'issue politique alors? Quelle est l'issue politique pour le président de la République, au vu de tout ce qu'on s'est dit là? Le président de la République doit, à mon avis, changer profondément, j'allais dire, plus que le Premier ministre ou la Première ministre, c'est vraiment la manière dont il préside ou gouverne. Parce que c'est d'ailleurs pour ça que Madame Borne aussi est dans une mission impossible, parce qu'en réalité, les reproches qui sont adressés par les syndicats ou les Français sont des reproches qui sont adressés au président de la République, puisque tout le monde sait qu'il a concentré tous les pouvoirs. Et je crois que c'est là qu'est vraiment sa faute, et qu'il ne peut, cette fois-ci,
sortir de la crise que s'il est capable de remettre en cause ce mode de gouvernement hyper centralisé et autoritaire. C'est vraiment ce que disait, c'est le titre du livre de Jean-François Revel, c'est l'absolutisme inefficace. Et là, on est vraiment arrivé à ceci, c'est-à-dire une telle concentration du pouvoir qu'en réalité, il n'y a plus de capacité d'exécution. Et donc, elle s'appliquera ou pas in fine, cette réforme des retraites? De toute façon, il va bien falloir... le système des retraites tel qu'il est aujourd'hui, par ailleurs... non, mais la réforme telle qu'elle a été adoptée par 49.3, est-ce qu'elle sera suspendue? Est-ce qu'elle sera... Non, mais ça dépend de ce que... D'abord, elle risque de... Elle ne sortira pas, en tout cas, intacte du Conseil constitutionnel. Donc déjà, après le Conseil constitutionnel, le texte sera forcément... Mais si la censure se fait uniquement sur les mesures d'accompagnement, les syndicats resteront vent debout et il y aura toujours ce blocage entre syndicats et surtout, exécutifs. L'autre question qui va se poser, c'est que si jamais il y a un feu vert au référendum, là, il y a une question qui, pour le coup, est très ouverte parce que rien ne... c'est pas juridiquement cadré. C'est est-ce qu'on suspend ou non pendant la durée du référendum? Est-ce qu'on suspend l'application de la loi? Et ça, il n'y a pas d'obligation. Donc, on peut... c'est vraiment une décision qui reviendra au président de la République. Bon, autre sujet, on a une visite justement du président de la République qui commence aujourd'hui en Chine pour 3 jours, accompagné de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. L'enjeu de cette visite, quel est-il, alors qu'elle fait suite juste après, encore une fois, cette rencontre entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, qui viennent de réaffirmer quand même leur alliance contre l'Occident. Les enjeux sont d'abord diplomatiques, même s'il y a une ribambelle de chefs d'entreprise, une cinquantaine qui sont là évidemment pour faire des affaires et signer des contrats. C'est un peu, là encore, un double contre-emploi, si je puis dire. C'est-à-dire qu'avoir centré cette visite sur l'idée que la Chine allait contribuer à la paix en Ukraine, c'est vrai que c'est très paradoxal, parce que on sait très bien que ça ne sera pas le cas. La Chine n'est absolument pas neutre, elle ne peut absolument pas être, et elle ne veut surtout pas être un médiateur, puisque même si officiellement elle n'aide pas militairement la Russie pour éviter les sanctions, elle envoie des pièces détachées, elle envoie des... Donc quand on dit qu'elle n'envoie pas d'armes, elle n'envoie pas d'armes, mais elle envoie quoi alors, la Chine? Elle envoie en tout cas déjà beaucoup de semi-conducteurs ou de choses, et puis elle envoie des éléments qui sont ce qu'on appelle des technologies duales, donc ils peuvent avoir un double usage civil et militaire. Donc les Chinois sont toujours extrêmement adroits pour rester dans la zone grise. Ils ne livreront jamais d'armes à la Russie? Pour l'instant, je pense que la Chine n'a surtout pas envie, effectivement, et que la grosse menace pour la Chine, c'est de tomber dans un système de sanctions. Pourquoi? Parce que sa démographie est quand même en chute libre. Xi Jinping a complètement raté le redémarrage par la consommation intérieure. Donc la Chine a un besoin vital aujourd'hui des exportations. Et ces deux premiers marchés, c'est l'Europe et les États-Unis. Exactement, ça fait 700 milliards de dollars de recettes pour la Chine. Mais donc, ça c'est le deuxième, on va y revenir, c'est le deuxième contresens. Le premier, en tout cas, c'est que le message à faire passer à la Chine, c'est pas du tout de lui demander de faire la paix en Ukraine. Elle ne le fera pas, comme vous l'avez rappelé. Elle a réitéré son soutien à la Russie. Elle n'a jamais condamné l'invasion de la Russie. Les quelques principes qu'elle a donnés pour une pseudo-paix, en fait, c'est simplement la sanctuarisation de l'avancée russe en Ukraine. Donc, c'est évidemment absolument inacceptable. Et quand on regarde par ailleurs ce qui s'est passé pendant cette visite de Xi Jinping à Moscou, c'est le resserrement d'une alliance anti-occidentale et anti-démocratie. J'ajoute que la nouvelle doctrine de politique étrangère russe est encore plus nette de ce point de vue. Donc ça, on est dans une impasse complète. Le message qu'on devrait passer, au lieu de demander à la Chine de faire ce qu'elle ne fera pas, c'est-à-dire la paix en Ukraine... Parce qu'on ne peut pas exercer, encore une fois, aucune pression. Si. On peut exercer des pressions sur la Chine? Je pense qu'il y a plusieurs messages à faire passer. Ouais. D'abord, il y a un message, mais qui va être dilué du fait de la présence de Mme von der Leyen, c'est que la France est une puissance nucléaire. Et donc,
il y a un dialogue nucléaire à avoir, notamment sur le fait que la Russie est en train de réinstaller des armes nucléaires en Biélorussie. Ça, c'est un dialogue stratégique qu'on pourrait avoir. La Chine, d'ailleurs, ne peut pas. La Chine est contre le déploiement sur d'autres territoires d'armes nucléaires. Alors, mais de même que théoriquement, la Chine est très ferme dans la défense de la souveraineté nationale. Donc, la Chine est en porte-à-faux avec les aventures de Vladimir Poutine, mais il n'empêche que pour l'instant, elle a fait le choix de le soutenir, quoi qu'il advienne. Et le deuxième moyen de pression, alors c'est là où on va, le deuxième contresens, qui est la partie économique, c'est que, comme on l'a dit, la Chine aujourd'hui, économiquement, va mal, le chômage croît. Xi Jinping est quand même l'homme qui a fait passer la croissance chinoise de 9,5% par an à 3% par an. Et c'est vrai qu'il y a une vraie menace. Bon, les États-Unis sont en train de, méthodiquement, de cantonner la Chine et de la couper technologiquement d'un certain nombre Ça marche ? Oui, ça marche tout à fait bien, oui. Surtout que maintenant, le Japon, la Corée, tout le monde est aligné là-dessus. Donc oui, et les Chinois sont extrêmement à vif là-dessus. Donc, le deuxième argument, c'est celui qu'on a dit, c'est-à-dire que le marché européen, dès lors qu'avec les États-Unis, l'antagonisme est quand même maintenant bien cristallisé et qu'on est dans une quasi-guerre froide, l'Europe est un marché vital pour les Chinois. Et donc l'Europe, le grand marché aujourd'hui, est décisif pour la croissance chinoise. Et là, il y a un vrai message à faire passer. Quel message à faire passer ? Quel message ? Et c'est pour ça qu'on c'est de dire, eh bien écoutez, vous avez le choix, soit vous continuez à aider la Russie, mais vous devez savoir que si vous continuez sur cette ligne-là, il y aura des sanctions commerciales. Même sans sanctions, que la logique sera celle du découplage. Ouais. Et que, découplage, pour le commun des mortels, ça veut dire quoi, découplage ? Le découplage, ça veut dire le fait que les investissements, exportations, importations, progressivement, on va réduire, ce qui est d'ailleurs en partie ce qui se passe, parce que ce qui est intéressant de voir, c'est que, y compris depuis la fin du zéro Covid, c'est que donc les exportations chinoises, elles ne repartent pas si fort que ça. Donc là encore, les mesures mises en place par les États-Unis fonctionnent plutôt. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas d'alignement automatique entre les intérêts européens et les intérêts américains, sauf si la Chine se comporte de telle manière que, de fait, il n'y a pas d'autre manière que de recréer une forme d'alliance des démocraties pour résister à ces empires autoritaires. Mais là où il y a une contradiction, c'est que si on veut faire passer ce message-là, on n'y va pas avec 50 chefs d'entreprise qui sont censés signer des contrats de très long terme, où en réalité on montre qu'on dépend de la Chine. Et c'est là, si vous voulez, la grande faillite d'Emmanuel Macron, quand même, c'est qu'il était censé rétablir la production. Non seulement la production est en berne chez nous, mais on a des gains de productivité négatifs. Et si on prend depuis 2017, notre déficit commercial vis-à-vis de la Chine, il est passé de 30 à 50 milliards, à 50 milliards d'euros. Donc, vous voyez, et c'est là où le fait d'emmener Mme von der Leyen est aussi bizarre, parce que sur le nucléaire, elle n'a pas voix de cité, et alors que la France est légitime pour parler. Et à l'inverse, la menace vis-à-vis de la Chine, ce n'est pas la France. Parce que la France, aujourd'hui, économiquement, elle ne compte pas et elle est complètement dépendante. En revanche, Mme von der Leyen, et elle l'a fait, elle est légitime pour parler du découplage. Mais mélanger les deux, c'est vrai que... Donc voyage contre-productif ? Je pense que c'est un voyage sur fond, effectivement, d'un énorme contresens. Donc on ne peut pas avoir de résultats positifs. Et derrière, si vous voulez, on a quand même cet énorme affaiblissement de la diplomatie, de l'influence de la France, qu'on voit en Afrique, où les Russes sont en train de nous sortir de toute la zone sahélienne, qu'on voit en Europe, où la France compte aussi beaucoup moins, du fait de son effondrement économique, social et financier. Ouais. Après, je me demande comment on peut tenir cette idée que la Chine, d'un côté, comment est-ce qu'elle peut concilier cette idéologie anti-Occident, tout en ayant ces deux premiers marchés à l'export qui sont l'Europe et les États-Unis. Ça ne tient pas quand même à...
Oui, mais ça a tenu à cause de la naïveté jusqu'à présent, ça a tenu à cause de l'incroyable naïveté des démocraties. Ça a été la grande illusion sur la nature de ce régime. Il ne faut jamais oublier que ce sont bien les États-Unis et l'Europe qui ont permis à la Chine de rentrer dans l'OMC sans aucune contrepartie. Et avec... le problème était pas seulement le régime politique, mais surtout derrière le fait qu'on a accepté une politique à la fois de pillage technologique, de dumping économique, commercial, monétaire. Donc, et qu'on a refusé de voir la nature du régime et qu'on a refusé de considérer Xi Jinping et d'écouter ce qu'il disait sur ses objectifs. Depuis qu'il a pris le pouvoir, il est très clair sur le fait que son objectif, c'est que la Chine domine le monde en 2049. Et il l'a dit d'emblée, à partir de 2012. Donc on n'a pas voulu entendre tout ça. On en paye le prix aujourd'hui. Ouais, il y a ce discours en France qui est affiché, réaffirmé de réindustrialisation. Maintenant, on parle d'industrie verte. Et en même temps, on est toujours de plus en plus dépendant de l'usine chinoise avec des importations françaises de biens chinois qui ont bondi de 20% l'an dernier, en 2022. Et on aboutit à 50 milliards d'euros de déficit commercial bilatéral entre la France et la Chine. Donc, on dépend maintenant des États-Unis pour l'énergie, pour l'agriculture, évidemment pour la technologie. Donc, c'est vrai que, là encore, je pense qu'on sait tous qu'il faut remettre de la production dans ce pays. Et c'est le même raisonnement, si vous voulez. Ce qui est frappant, c'est que c'est vrai de l'industrie, c'est vrai de l'agriculture. On a un effondrement complet de l'excédent agricole français. C'est vrai sur tous les plans. Donc, ça montre à quel point on n'est plus qu'un pays de consommateurs et plus un pays de producteurs. Et c'est ça auquel il faut s'attaquer. Et c'est ça que n'a pas réussi à faire Emmanuel Macron. Il en a parfois parlé, il a eu quelques intuitions justes, mais il a une incapacité à exécuter. Et il a une incapacité à exécuter, c'est comme en politique étrangère, parce qu'il y a un vice fondamental qui est le « en même temps ». Le « en même temps », c'est un slogan électoral génial, c'est la négation de la politique, c'est la négation de la stratégie. Parce que, comme le disait Mendes France, gouverner, c'est choisir. Ouais. Et tant qu'on est dans le « en même temps », on ne peut pas être en même temps discuter avec Poutine et soutenir les Ukrainiens. C'est pas vrai. On ne peut pas être en même temps à expliquer qu'on va faire effectivement, qu'on va signer des contrats en Chine et d'expliquer qu'il faut faire une pression sur la Chine pour qu'elle revienne à un comportement moins agressif et qu'elle se distancie un peu de la Russie. Et on ne peut pas être en même temps dire qu'il faut monter la production et faire flamber les dépenses sociales et accumuler une dette de 3 000 milliards. Et on ne peut pas être souverain et accumuler une dette de 3 000 milliards d'euros. Donc ça, il faut choisir. Et tant qu'on ne choisit pas, eh bien, malheureusement, notre pays continue à s'affaisser. Avant de se quitter, juste, est-ce que vous voyez ou pas un risque de confrontation directe entre les États-Unis et la Chine? De plus en plus d'experts nous en parlent. Est-ce que d'ailleurs, l'Europe aussi là-dedans aurait un rôle à jouer en matière de désescalade? Est-ce qu'il y a un risque de confrontation directe entre les deux superpuissances? Alors, on ne peut pas exclure le risque, d'autant que, contrairement à la guerre froide, il faut toujours se souvenir qu'en Asie-Pacifique, d'abord, il n'y a pas eu de traité de paix post-Seconde Guerre mondiale, sauf entre les États-Unis et le Japon. Et la deuxième chose, c'est que, alors que les États-Unis l'ont proposé, les Chinois ont toujours refusé d'installer une forme de téléphone rouge ou une forme de capacité de discussion directe entre les militaires et les responsables politiques. Ce qui veut dire que les risques d'erreur ou de dérapage sont élevés. Maintenant, pour l'instant, c'est vrai qu'aucun des deux pays n'a intérêt à le faire. Les Chinois, comme on l'a dit, une des leçons de l'Ukraine, c'est quand même que l'Occident est sans doute moins décadent que ce que pensaient et les Chinois et les Russes. L'armée chinoise est impressionnante sur le papier, mais elle ne s'est plus jamais battue depuis la défaite que lui avait infligée le Vietnam en 1979. Et du côté des États-Unis, comme d'ailleurs du côté des démocraties, la stratégie intelligente, c'est l'endiguement militaire, mais évidemment sans l'escalade, notamment sans l'escalade nucléaire, retrouver du leadership technologique et par ailleurs
poursuivre une forme de dialogue en espérant que le régime finisse par bouger, pas forcément dans sa nature, mais au moins dans son agressivité extérieure. On en prend pas le chemin. Une dernière dimension, oui, que je voudrais citer, parce qu'on ne l'a pas mentionné, parce que on a beaucoup parlé d'Est-Ouest, mais il ne faut jamais oublier qu'une des grandes différences avec la Première Guerre froide, c'est l'importance du Sud. Quand on prend donc le dernier vote à l'ONU, il y a 141 États sur 193 qui ont condamné donc l'invasion et demandé le retrait de la Russie d'Ukraine. Mais sauf que dans ceux qui se sont abstenus ou ceux qui, il y a l'Inde, il y a la Chine. Ou ceux qui ont voté contre, ça fait 31% du PIB mondial et ça fait 52% de la population mondiale. Et dans la stratégie chinoise, un des points qu'il faut absolument bien comprendre et arriver à désarmer, c'est que la Chine est en train c'est pas une alliance, mais de se rapprocher, de conquérir les esprits du Sud global, avec deux arguments. Un argument qui est le ressentiment anti-occidental à cause du passé colonial, et l'autre argument qui est la puissance du modèle autoritaire et aussi les financements, puisque aujourd'hui la Chine finance le Sud plus que le FMI, beaucoup plus. Alors il y a d'énormes problèmes qui sont créés par ça. On l'a vu au Sri Lanka, qui est un pays qui a été mis en faillite par les Chinois. Il y a des problèmes aussi même dans un pays comme le Pakistan, par exemple, qui est normalement une annexe de la Chine, et où il y a eu des manifestations très violentes contre les excès de la présence chinoise. L'Éthiopie aussi a été mise en quasi-faillite. Donc il existe des problèmes, mais les Chinois sont bien meilleurs que nous, en tout cas pour prétendre apporter des réponses aux besoins des pays du Sud. Donc dans la stratégie à mettre en place, il est très important, l'Ouest ne peut pas perdre le Sud. Si nous laissons faire ça, eh bien nous allons prendre un énorme risque. Et il y a des occasions perdues. Pour la Covid, c'est vrai que la percée, la sortie s'est faite par le vaccin. Sur le vaccin, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne s'est pas précipité pour aider les pays du Sud, ni avec les mises à disposition de vaccins, ni avec les mises à disposition de licences, ni avec la capacité pour les pays du Sud de créer des centres de production. Donc on pourrait faire des choses beaucoup plus intelligentes. Et ce qu'on dit sur les vaccins est évidemment vrai aussi de la lutte contre le réchauffement climatique. Donc il va vraiment falloir que nos démocraties construisent une stratégie de long terme face à ces empires autoritaires. Et puis l'autre face, et ça nous ramène aux retraites, c'est que par ailleurs, il faut qu'on traite nos problèmes à l'intérieur et que, notamment, on restabilise la classe moyenne. Évidemment. C'est pas nouveau que stabiliser la classe moyenne, mais ça... Mais depuis les années 30, si vous voulez, c'est vraiment une loi. On détruit une démocratie de l'intérieur en déstabilisant la classe moyenne. À ce moment-là, on est sûr de la faire basculer dans l'extrémisme et donc de mettre en place une mécanique où la démocratie se dévore elle-même. Et malheureusement, on a laissé faire ça au début du XXIe siècle. Et ça, il faut le désarmer, comme il faut maintenant mettre en place une politique d'endiguement sans escalade et de cantonnement des empires autoritaires. Allez, merci Nicolas Bavrez pour cet entretien. Je vous invite à lire Démocratie contre empire autoritaire aux éditions L'Observatoire, dernier livre, signé Nicolas Bavrez, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. Merci infiniment. Salut.